Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre patience. Comme vous l'avez remarqué, j'ai pas vraiment sorti de vidéo depuis un petit moment parce que j'ai du mal en ce moment à filmer des vidéos, que ce soit en termes d'organisation du planning ou de bons moments pour filmer une vidéo. Donc merci beaucoup pour votre patience. Et puisque vous me l'avez demandé beaucoup de fois durant les derniers lives que j'ai fait, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo ASMR de l'horreur. Ça risque d'être l'une des dernières vidéos ASMR de l'horreur que je vous propose. Alors, pas pour toujours, mais parce que après, ça se rapproche vachement du mois d'octobre. Et comme vous le savez sur ma chaîne, en octobre, je vous propose un mois complet de vidéos, on va dire horrifiques, même si elles ne font pas peur en soi. Mais il va falloir que je commence à préparer mes sujets, que je commence à tourner des vidéos pour prévoir ce mois d'octobre qui risque d'être chargé comme tous les mois d'octobre. Donc en réalité, il me reste 3 sujets à traiter avant la série le mois de l'horreur. Voilà pour les petites informations. Quoi qu'il en soit, passons à la vidéo. Et ce soir, nous allons parler du voilier fantôme, le Marie Céleste. Le 5 décembre 1872, le Dei Gratias, je vais vous l'écrire ici, je m'excuse si la prononciation n'est pas la bonne, le Dei Gratias, commandé par le capitaine Morehouse, se trouve au large des côtes portugaises. Lorsqu'il croise un bateau, le Marie Céleste, qui zigzague curieusement et dont presque toutes les voiles sont carriées. Donc déjà, il y a un petit mouvement de recul. Ce n'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on navigue. Et un bateau n'est pas supposé être dans cet état-là. Donc, heureusement, le capitaine à ce moment-là commence un peu à faire une petite enquête, disons. Le bateau ne répond pas aux signaux. Alors, je ne suis pas une experte en navigation, mais je suppose que, et surtout en 1872 où il n'y avait pas de radio, ils doivent pouvoir communiquer entre eux à travers des signaux, peut-être des drapeaux qu'on lève, qui signifient est-ce que tout va bien, avez-vous besoin d'aide, enfin voilà. Personne ne répond. Donc le capitaine Morehouse s'en approche et demande à 3 de ses hommes de monter à bord. Ils veulent s'assurer que tout va bien, que personne n'est tombé malade ou que personne n'est en difficulté. Ils vont, ces 3 personnes donc, visiter le bateau à la recherche d'un équipage, puisque lorsqu'ils débarquent dessus, il n'y a personne. Il n'y a personne qui le navigue, il n'y a personne à la barre, il n'y a personne sur le pont. Ce n'est pas normal. Même si les matelots étaient fatigués, il aurait dû y avoir quelqu'un, il doit toujours y avoir quelqu'un, parce qu'on ne sait jamais si une tempête éclate, si des pirates des mers s'approchent, il doit y avoir quelqu'un. Mais là, personne. Et ils vont commencer à le fouiller avant de tout simplement en conclure que il n'y a personne sur ce bateau, mais il y a aussi plus de canaux de sauvetage. C'est comme si l'équipage avait dû débarquer du bateau, se fuir en fait finalement, en toute rapidité. Et ils ont laissé le bateau à la dérive pendant on ne sait pas combien de temps. Dans les cales, ils découvrent 1700 fûts d'alcool et des vivres pour vivre pour au moins 6 mois. Le bateau est en bon état malgré une grosse quantité d'eau dans l'entrepôt et dans les cales. Donc à ce moment-là, on peut supposer que il y a dû avoir une tempête, que l'eau s'est infiltrée et bon, elle n'est pas ressortie. Le problème, c'est que s'il y a eu une tempête, on peut supposer que peut-être les marins ont été
emportés par la tempête. Mais d'une, le bateau ne présente pas de dommages extérieurs qui correspondent à une tempête, mais surtout les canaux, encore une fois, ne sont plus là. Sauf que c'est pas logique de débarquer d'un bateau en pleine tempête dans des petits canots de sauvetage. On rappelle, on est en 1872, on n'est pas dans les années 2000 où potentiellement les canaux de sauvetage sont justement étudiés pour résister aux tempêtes si un bateau finit par couler. C'est des barques en bois, voilà, des simples barques en bois. Donc bon, il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans le bateau, 1700 fûts d'alcool, donc potentiellement c'est un bateau marchand qui récupère de l'alcool, par exemple, je sais pas, du rhum à Cuba, et le rapporte en Europe, même si à cette époque-là c'était pas l'Europe, mais vous avez compris. Le journal de bord, lui, s'arrête au 25 novembre, qui est relativement assez proche de la date du 5 décembre. Mais donc, après le 25 novembre, il n'y a plus d'entrée dans ce journal de bord. Ce qui laisse penser que le vaisseau, en fait, le bateau, a dérivé seul pendant une quinzaine de jours et aurait parcouru plus ou moins 500 miles seul. Alors, j'ai pas fait la conversion en kilomètres, mais on va dire, a parcouru beaucoup de distance seul. Ils continuent leur fouille et ils ne sont pas au bout de leur surprise puisqu'ils découvrent que 6 fenêtres de logement de l'arrière du bateau ont été condamnées par de la toile et des planches. Comme si on voulait cacher quelque chose finalement, comme si on voulait pas que la lumière du jour s'infiltre, mais surtout que on voulait pas que quelqu'un de l'extérieur puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est particulier. L'équipage, en somme, semble avoir évacué le bateau de façon soudaine, précipitamment, sans raison évidente finalement. Mais le problème c'est que, où sont-ils ? On ne les revoit pas, on ne sait pas où ils sont. Ils semblent avoir disparu à tout jamais, quoi. Compte tenu de la situation vraiment très troublante, le Marie Céleste est ramené au port de Gibraltar afin d'être examiné par les autorités judiciaires. Attendez, j'ai un poil de Bonnie dans le nez. Ça fait pas partie de la vidéo, je vous assure. Bref. Malheureusement, les résultats vont être décevants. À l'exception de la découverte de quelques entailles qui paraissent récentes, longues de 2 mètres, situées au-dessus de la zone de flottaison. Rien n'indique ce qui s'est passé. Absolument rien. Et même ces entailles peuvent être dues peut-être à un rocher qui a été approché de trop près, qui aurait rayé finalement la coque, mais rien d'autre. Des traces rougeâtres sont relevées sur le bastingage. Je vous laisserai regarder ce que c'est. Mais des expertises finissent par révéler que c'est que de la rouille. Rien de plus. L'hypothèse du procureur général Sally Flood est que l'équipage s'est enivré avant de ôter la vie au capitaine. Un certain Briggs ainsi que sa femme, sa petite-fille et le lieutenant. Donc pour eux, il y aurait eu une mutinerie en fait, qui aurait conduit au trépas d'une famille complète, la famille du capitaine. Donc après avoir fait ça, les marins auraient sans doute endommagé le vaisseau pour donner l'illusion d'avoir été contraints à l'abandonner après avoir heurté des rochers. Puis ils seraient partis sur les canaux de sauvetage. C'est l'hypothèse la plus probable. Mais comme aucune trace de violence finalement ne peut être constatée à bord du bâtiment, à bord du bateau, cette explication ne convainc pas tout le monde. Parce que, admettons qu'il y a eu une mutinerie, que le capitaine et sa famille et son lieutenant ont été malheureusement assassinés. Ils auraient sûrement jeté les corps à la mer, on s'entend, mais bourrés, je suis pas sûre qu'ils aient été,
qu'ils avaient en tête d'être minutieux dans ce qu'ils faisaient, on aurait retrouvé une trace. On aurait retrouvé quelque chose. Si c'est pas une trace de violence parce que c'était fait dans leur sommeil, on aurait dû trouver du sang, au moins, un minimum, parce que ça m'étonnerait qu'ils se soient amusés à nettoyer derrière eux. Donc effectivement, et c'est un peu normal puisqu'ils n'ont aucun indice, cette hypothèse est pas à 100% vraiment convaincante. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Eh bien, selon le lieutenant Devo du Gay Gracias, les marins effrayés par une grande quantité d'eau ayant envahi les cales, on ne sait toujours pas pour quelle raison en soi, auraient abandonné le vaisseau en pensant qu'il allait couler. Pour lui, l'équipage est mort en mer, puisque ils sont partis visiblement sans vivre, puisque comme on l'a dit, il y avait pour 6 mois de ration dans les cales. Bon, il y a 1700 bouteilles d'alcool, mais ça c'est autre chose. Mais il y avait 6 mois de ration. S'ils pensaient vraiment que le bateau allait couler, ils auraient emporté une grande partie de ces rations. Mais non. Donc pour lui, l'équipage n'est plus. Voilà, ils sont partis en mer en pensant que le bateau allait couler. Et malheureusement, ils n'ont pas survécu. Mais encore là, l'eau qu'ils ont trouvée dans les cales, ils n'avaient pas de l'eau jusqu'au cou, quoi. Il y avait de l'eau dans les cales, certes, mais pas jusqu'au cou. S'ils avaient vu l'infiltration, et au vu de la montée, on va dire, douce de l'eau dans le bateau, ils auraient pris le temps de chercher d'où vient la fuite, de pouvoir potentiellement la réparer. Non, ils auraient eu peur, des marins donc expérimentés, et seraient partis dès qu'ils ont vu un peu d'eau s'infiltrer dans le bateau. On n'y croit pas trop. Mais le truc, c'est que cette histoire du Marie Céleste a fait le tour du monde entier. Et ça a attiré l'attention des magazines, qui ont commencé à couvrir l'histoire, à écrire leurs propres articles pour leur pays. Sauf que ça a mis une certaine pression aux enquêteurs qui n'avaient pas la solution à ce mystère. Ils ne savaient littéralement pas ce qui s'était passé. Ils avaient des hypothèses, mais absolument rien pour les appuyer. Alors, les éditeurs de l'époque ont fait un truc culotté, si je puis dire. Ils ont invité leurs rédacteurs à concevoir leur propre explication. Sauf que déjà qu'on avait 2 théories un peu bancales, si tout le monde se met à écrire une potentielle théorie, une potentielle explication sans avoir vraiment de matériaux tangibles qui soutiennent cette explication, c'est ce qu'on appelle des théories du complot. Et il y en a eu énormément. Dites-vous que même Conan Doyle, donc le père de Sherlock Holmes, l'écrivain qui a créé Sherlock Holmes, et H.G. Wells, alors je sais que c'est un auteur, je serais incapable de vous citer un livre de sa bibliographie, donc je vous laisserai regarder H.G. Wells, ont même répondu à l'appel. Ça les a vraiment intrigués, ils se sont dit attends, il doit y avoir quelque chose. Et je pense que il y a aussi cette excitation de pouvoir créer une histoire derrière ça finalement, ou peut-être faire jouer leur connaissance en enquêteur, parce qu'il y en a quand même un, c'est Sherlock Holmes, et d'essayer de réfléchir comme leur personnage aurait réfléchi, et potentiellement trouver la réponse, qui sait. Mais quoi qu'il appelle, les années passant, il y a énormément de solutions diverses qui sont proposées à ce mystère. Une d'entre elles, c'est qu'une île volcanique qui aurait soulevé en fait momentanément le bateau. Soit attaque de poulpes géants, le fameux kraken, évidemment, folie momentanée dans le bateau, l'équipage aurait mangé quelque chose d'avarié, un peu psychotrope, qui les aurait un peu rendus foufous, et ils se seraient jetés à l'eau,
Enfin, du moins, ils auraient pris les barques et ils seraient partis. Voilà, ça me fait trop penser à, vous savez, ce pote, ce membre de la famille. Enfin bref, quand vous allez en soirée, il y en a toujours un qui est un peu plus bourré que les autres et qui propose des idées complètement stupides. Un équipage entier, du coup, qui propose une idée complètement stupide sur un bateau en plein milieu des mers au 19e siècle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Empoisonnement, mais on aurait retrouvé des corps, ce qui n'a pas été le cas. Et même ma théorie préférée, parce qu'elle revient à chaque fois, attaque d'extraterrestres. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire le pays d'origine de ce journaliste-là. On le connaît tous. Mais attaque d'extraterrestres. Oui. Des gens en 1872 ont pensé aux extraterrestres. Un journaliste nommé William Klein imagine une escroquerie montée en fait par Morehouse, donc le capitaine du bateau dont j'arrive jamais à prononcer le nom, celui qui a découvert finalement le bateau, et Briggs, donc le capitaine du Marie Céleste, pour toucher en fait et se partager une prime de sauvetage. Alors, à ce que j'ai compris, quand un bateau sauve un autre bateau et le ramène dans un port quelconque, le port le plus proche généralement, parce que quand un bateau est laissé à l'abandon ou en mauvais état, on s'embête pas à essayer de le ramener dans son pays d'origine. Il y a une prime qui est versée justement au capitaine ou au bateau, à l'équipage qui a sauvé l'autre, parce que ça demande quand même des ressources assez importantes et ça évite des grosses dépenses de la part du port le plus proche, de devoir amarrer un bateau, un équipage, le matériel nécessaire pour amener le bateau, etc. Donc apparemment, il y a une prime assez intéressante, du moins une prime qui est versée, sauf que ça suppose que cette entourloupe, cette escroquerie, déjà aurait demandé énormément de moyens, une collaboration des deux équipages, parce que ils n'étaient pas respectivement seuls sur leurs deux bateaux, mais surtout c'est que en réalité la somme elle est pas si ouf quoi. On parle pas d'1 million, c'est vraiment une prime finalement, et à partager entre toutes les personnes qui acceptent de garder le secret, finalement on se retrouve avec 10 balles chacun quoi. Alors attention, c'est très bien 10 euros, hein, mais mettre une telle escroquerie en place pour 10 euros, ça a vite été démonté quoi. La légende malgré tout du Marie Céleste ne cesse de s'embellir à chaque fois que on découvre un détail en plus ou qu'on retrouve un vieux journal de bord même d'un autre bateau, d'un autre capitaine. On se dit ça a un rapport, et certains éléments mystérieux en fait sont ajoutés à chaque fois à cette légende, comme la prétendue découverte de la cuisine, dans la cuisine du Marie Céleste, d'un poulet encore chaud et d'une tasse de thé fumante, ce qui laisserait penser que lorsque le dé Crécias désolée, et en fait a découvert le Marie Céleste, il y avait quelqu'un dedans qui s'apprêtait à manger, mais voyant l'autre bateau se rapprocher et les hommes l'aborder, cette personne se serait cachée et aucun des 3 hommes qui ont visité le bateau ne l'aurait trouvé, et quand il a été ramené au port de Gibraltar, il serait resté dans le bateau tranquille. C'est en plein milieu de la mer, c'est difficile de s'échapper sans que personne nous remarque quoi, parce que quand même. Ensuite il y a aussi apparemment des accessoires qui ont été trouvés qui accentuent le caractère mystérieux du cas. Donc ça va être des objets qui normalement sont pas sur un bateau ou qui ne servent à rien sur un bateau, ou alors quand les 3 personnes ont fait le tour, elles ont vu ce genre d'objet posé, et puis quand les investigateurs sont ensuite allés dans le bateau où les objets avaient bougé de place, ou alors il y avait des objets supplémentaires que les 3 premiers n'avaient pas vus. Enfin,
honnêtement, j'ai du mal à croire en fait qu'un équipage entier peut disparaître. Et surtout, j'ai du mal à croire que ce soit potentiellement lié à du paranormal ou des extraterrestres, quoi, honnêtement. En 1885, soit 13 ans plus tard, le Marie Céleste s'échoue une dernière fois. Parce que oui, ils l'avaient remis en circulation, ils se sont dit, bah, le bateau est en bon état, let's go, quoi. Mais du coup, il va s'échouer en mer. Et malheureusement, bah, il emportera ses secrets avec lui à tout jamais. Et à ce jour, c'est l'une des histoires les plus célèbres de la mer. Si je devais choisir une théorie, très sincèrement, sachant que, encore une fois, il y avait 1700 bouteilles d'alcool. Donc je pense personnellement que c'était un bateau marchand et qui ramenait cet alcool vers le Portugal justement, ou qui l'emmenait ailleurs. Enfin bref, c'était un bateau de commerce, très sincèrement. Je pense que c'est ça. 6 mois de vivre, c'est quand même beaucoup. Après on s'entend, on ne traverse pas un continent à l'autre aussi facilement. On ne traverse pas aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui, quoi. Mais avoir laissé tout ça derrière eux, un peu d'eau dans une cale et rien, j'en viens à me demander si, et ça va être c'est ma théorie préférée, j'en viens à me demander si en fait le bateau n'était pas amarré dans un port, l'équipage s'apprêtait le lendemain par exemple à prendre la mer, et que bah, le nœud a été mal fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense hein, qu'il y a quelqu'un qui a mal serré son nœud et que le bateau en fait dans la nuit a tout simplement commencé à avancer. Et quand ils sont arrivés les gars au port le lendemain matin et qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus de bateau et que bah le nœud était tout simplement défait, je pense qu'ils se sont dit on va faire profil bas, on va rester ici, on part plus jamais d'ici et on va faire comme si rien ne s'était passé. Honnêtement, alors c'est la théorie qui me fait le plus rire et que je trouve la moins dramatique dans cette histoire, mais au vu des conditions dans lesquelles on a découvert le bateau, l'eau dans la cale, ça peut très bien être une pluie, il a peut-être plu en mer, l'eau s'est infiltrée, et bon bah une cale c'est quand même relativement étanche, elle est jamais ressortie. Le fait qu'il n'y ait pas les canaux, bon, ils ont peut-être été enlevés avant le départ de l'équipage, mais je pense sincèrement que c'est qu'une histoire de corde mal nouée et que le bateau est parti et que bah, ça allait coûter très cher en termes de réputation mais aussi en termes d'argent, et que tout l'équipage s'est mis d'accord pour dire on bouge plus d'ici, hein. Non, on retourne plus chez nous, non. On est bien ici, c'est sympa ici, il y a de l'alcool, il y a à manger, c'est sûrement une île où ils sont allés donc il fait bon vivre. Je pense sincèrement que l'explication c'est ça, je vois pas d'autre explication. Parce que la rouille, bon bah un bateau ça rouille, voilà, c'est pas entretenu ça rouille, c'est tout le temps dans l'eau donc c'est logique. Et les traces de 2 mètres, je me dis bah le bateau quand il est, bah, personne ne le conduisait quoi, le bateau, personne n'était à la barre. Donc je pense qu'il a juste frotté un petit peu un caillou. Et il s'est perdu en mer tout seul. Et l'équipage est resté derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est la meilleure explication. Que c'est la meilleure théorie. Il y a quelqu'un qui savait, hein. À mon avis, ils ont vu les journaux en disant ouh, ils ont retrouvé le bateau. Ouais, on fait quoi? On fait rien. On a disparu pour ces gens, on va rester disparu. Je pense sincèrement que c'est ça. Et que ces gars ont emporté le secret dans leur tombe comme le Marie Céleste a emporté ses secrets dans la mer, quoi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si vous connaissiez cette histoire. Si c'est le cas et qu'il manque selon vous des éléments essentiels, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Encore une fois, merci beaucoup pour votre patience. Comme je vous dis, il me reste 2 vidéos. C'est ça, 2 vidéos ASMR de l'horreur à vous proposer avant le début octobre ou tout le mois d'octobre. Ce sera des vidéos ASMR de l'horreur. Encore une fois, ASMR de l'horreur, ça veut pas dire que ça fait peur. Regardez, cette histoire, elle fait pas peur. Mais voilà. Je vous fais de gros bisous à tous.
Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.